Lorsque j'ai dit à mes parents que j'étais ravi et que j'attendais avec impatience le mariage de mon frère samedi prochain, mon père a répondu, « C'est arrivé hier. Nous t'avons donné la mauvaise date. » Un mois plus tard, ils m'ont supplié d'utiliser mon chalet au bord du lac. J'ai répondu, hors de question. Je suis sorti de la clinique d'hygiène dentaire de Portland à 18h30 ce mardi soir, épuisé d'avoir détartré les dents toute la journée. Mes épaules me faisaient mal à force de me pencher sur les patients pendant 8 heures d'affilée. Et mes pieds me brûlaient dans mes chaussures de travail discrètes. Je venais de finir de nettoyer les dents d'un adolescent nerveux qui sursautait chaque fois que j'approchais avec le détartreur, faisant d'un rendez-vous qui aurait dû durer 30 minutes près d'une heure. Mon téléphone a vibré au moment où j'ai déverrouillé ma portière de voiture. Le nom de papa s'est affiché à l'écran. J'ai hésité avant de répondre, sachant que les appels de mes parents apportaient rarement de bonnes nouvelles ces temps-ci. Léa, ma chérie, dit-il, sa voix portant cette gaieté particulière qui me rendait toujours méfiante. C'était le ton qu'il utilisait quand il voulait quelque chose ou quand il était sur le point de donner une nouvelle qu'il savait que je n'aimerais pas. Je voulais juste confirmer que tu avais bien reçu l'invitation pour le mariage de ton frère. C'est samedi prochain. Je me suis figé, un pied à l'intérieur de la voiture, mon sac glissant de mon épaule. Samedi prochain, papa, c'est dans 9 jours. Pourquoi personne ne m'a rien dit plus tôt? Je n'ai reçu aucune invitation. Nous t'avons envoyé l'invitation il y a des semaines, ma chérie. Elle a dû se perdre dans le courrier. Tu sais à quel point le service postal est peu fiable ces jours-ci. Quelque chose dans son ton me semblait étrange, mais j'ai repoussé ce sentiment. C'était mon petit frère qui se mariait. Malgré nos dynamiques familiales compliquées et la distance qui s'était creusée entre nous. Au fil des années, je voulais être là pour lui. S'éclaircit la gorge Tristan. Avait 23 ans, était impulsif et sortait avec sa petite amie, Véronica, depuis à peine 8 mois. J'avais de sérieuses réserves quant au calendrier précipité, mais je les gardais pour moi. Ce n'était pas à moi de juger ses décisions. Bien sûr que je serais là, ai-je dit, forçant de la chaleur dans ma voix malgré l'anxiété qui montait déjà dans ma poitrine. Je suis ravi pour lui. Vraiment ravi. Tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Je peux prendre un congé si tu as besoin de mains supplémentaires pour l'installation ou la décoration. Non, non, tout est arrangé. Ta mère planifie ça depuis des mois. Tout est sous contrôle. Présente-toi juste belle. Ta mère a les détails du lieu dans le programme. Je te les enverrai par SMS ce soir avant d'aller me coucher. Ça me va. Dis à Tristan que j'ai hâte de célébrer avec lui. S'éclaircit la gorge, dis-lui de m'appeler s'il a besoin de quoi que ce soit. On le fera, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. J'ai conduit jusqu'à mon appartement, ressentant un étrange mélange d'excitation et de malaise. Ma relation avec mes parents était tendue depuis que j'avais acheté mon chalet au bord du lac il y a 2 ans. Ils pensaient que je gaspillais de l'argent en biens immobiliers au lieu de me stabiliser et de trouver un mari comme Tristan. Peu importe que je travaillais 60 heures par semaine comme hygiéniste dentaire et que j'avais économisé chaque dollar pendant ma vingtaine alors que Tristan sautait d'un emploi à l'autre et m'empruntait de l'argent constamment. Peu importe que je construisais une carrière et une indépendance financière. Alors qu'il leur demandait encore de l'argent pour le loyer à 23 ans. Le chalet au bord du lac était mon sanctuaire, mon évasion, ma preuve que je pouvais construire quelque chose de significatif pour moi-même. Je l'avais acheté à 23 ans avec l'argent hérité de ma grand-mère, le seul membre de la famille qui me comprenait vraiment. Grand-mère Ruth avait été une femme indépendante qui ne s'était jamais mariée, qui avait parcouru le monde et construit sa propre entreprise à une époque où les femmes étaient censées être des ménagères. Elle m'a laissé 50 000 $ à sa mort avec un mot qui disait « Construis quelque chose qui te rend heureux, pas quelque chose qui met les autres à l'aise. »
La propriété se trouvait à 3 heures au nord de Portland, nichée entre des pins. Imposant avec un quai privé s'avançant dans une eau cristalline. La cabine. Elle-même était petite mais parfaitement formée, avec 2 chambres, un salon. Confortable avec une cheminée en pierre et une terrasse enveloppant 3 côtés. De la structure. Je passais tous mes week-ends libres là-bas, loin des drames familiaux et des comparaisons constantes avec mon jeune frère. Ce soir-là, j'ai commencé à acheter un cadeau de mariage en ligne. J'ai parcouru de nombreux registres, finissant par choisir un ensemble coûteux d'appareils de cuisine dont je savais que Véronica aimait cuisiner. Elle avait mentionné vouloir un robot culinaire haut de gamme et un robot pâtissier lors d'un dîner de famille il y a quelques mois. Le total s'élevait à $600, ce qui me donnait la nausée, mais la famille, c'est la famille. Je voulais montrer mon soutien, même si le mariage semblait précipité et même si j'avais des doutes quant à leur maturité pour le mariage. Jeudi est arrivé sans les détails promis du lieu. J'ai consulté mon téléphone à plusieurs reprises tout au long de mon quart de travail à la clinique, entre les patients, pendant le déjeuner, pendant ma pause de l'après-midi. Rien. Finalement, en rentrant chez moi, j'ai appelé ma mère. Maman, papa devait m'envoyer des informations sur le mariage de Tristan. J'ai besoin de savoir où aller, à quelle heure arriver, s'il y a un code vestimentaire. Je veux être sûr de ne pas être en retard. Un silence s'est étiré sur la ligne, assez longtemps pour que je pense que l'appel avait été coupé. Puis, oh, Léa, il faut qu'on parle de ça. Mon estomac s'est noué. Ces mots ne précédaient jamais de bonnes nouvelles. Parler de quoi? Bien, il y a eu un petit malentendu. Ton père t'a donné la mauvaise date. J'ai serré le téléphone plus fort, manquant de dévier dans la voie voisine. Qu'est-ce que vous voulez dire par mauvaise date? Le mariage est samedi prochain, n'est-ce pas? C'est ce que papa a dit. En fait, a dit maman, sa voix tombant à un murmure à peine audible. C'est arrivé hier, mercredi après-midi. C'était une belle cérémonie. Véronica était absolument magnifique. Dans sa robe. Les fleurs étaient magnifiques. Tout le monde s'est bien amusé. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis garé sur un parking. Et j'ai arrêté la voiture, incapable de conduire tout en traitant ce que j'entendais. C'est arrivé hier. Vous me dites que mon frère s'est marié hier. Et que personne n'a pensé à corriger la date que papa m'a donnée. Personne n'a pensé à m'appeler pour dire qu'il y avait une erreur. Nous ne voulions pas te contrarier, ma chérie. Ces choses arrivent. Les dates se mélangent. Les fils s'en mêlent. Ce n'est pas la fin du monde. Ces choses arrivent, ai-je répété, ma voix montant malgré ma tentative de rester calme. Vous m'avez délibérément donné la mauvaise date pour que je manque le mariage de mon propre frère. Ce n'était pas un mélange, c'était intentionnel. Ne sois pas dramatique, Léa. C'était une petite cérémonie de toute façon. Très intime. Juste la famille proche et quelques amis. Tu sais combien Tristan n'aime pas les grandes foules et les excès. Il voulait quelque chose de simple et de significatif. Je suis de la famille proche. Je suis sa sœur. Sa seule sœur. Tristan voulait que ce soit petit. Tu sais comment il est. De plus, tu as été si distante ces derniers temps, toujours là-haut à ce chalet. Nous ne pensions pas que tu voudrais prendre du temps loin de ta petite retraite. Et honnêtement, toi et Véronica ne vous êtes jamais vraiment bien entendus. Nous pensions que ce serait gênant pour tout le monde. Je me suis assise dans ma voiture, fixant le volant, essayant de trouver les mots pour la trahison que je ressentais. Ce n'est pas le problème. Vous m'avez menti. Vous m'avez laissé croire que j'allais être là. M'avez laissé acheter un cadeau cher. M'avez laissé
Me réjouir de célébrer avec mon frère. Et vous saviez tout le temps que le mariage avait déjà eu lieu. Vous m'avez regardé dans les yeux, métaphoriquement parlant, et vous m'avez menti. Eh bien, ils apprécieront quand même le cadeau. Tu pourras l'apporter au prochain dîner de famille. Nous invitons tout le monde dans 2 semaines pour regarder les photos de mariage. Donc, je suis invité à regarder des photos d'un événement dont j'ai été délibérément exclu. Quelle délicatesse. Il n'y a pas besoin de sarcasme, Léa. Nous essayons de t'inclure maintenant. J'ai terminé l'appel avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas regretter. Mes mains tremblaient en posant le téléphone sur le siège passager. Ce n'était pas juste de la négligence ou une mauvaise communication. C'était délibéré, calculé. Ils l'avaient planifié ensemble, ma mère et mon père, probablement avec la connaissance et le consentement de Tristan. Je suis resté assise dans cette voiture pendant 20 minutes, regardant les gens aller et venir du supermarché, vivant leur vie normale, pendant que la mienne semblait s'effondrer. Finalement, je suis rentré chez moi et j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur portable. J'ai vérifié ma boîte de réception en profondeur, recherchant dans ma boîte de réception, mon dossier spam, ma corbeille, tous mes dossiers. Il n'y avait pas d'invitation de mariage. Ni par email, ni nulle part ailleurs. Il ne l'avait jamais envoyé. L'histoire de l'invitation perdue dans le courrier était un mensonge complet. J'ai ouvert mes conversations par SMS avec Tristan. Le dernier message datait de 3 semaines. Un échange décontracté sur un match de basketball qu'ils avaient tous deux regardé. Rien sur un mariage. Rien sur un mariage prochain. Rien qui indiquait qu'il voulait que je sois là pour le plus grand jour de sa vie jusqu'à présent. Les jours suivants se sont déroulés dans un brouillard de colère et de douleur. Je me suis jeté dans mon travail, nettoyant les dents avec une précision mécanique, tandis que mon esprit rejouait chaque conversation, chaque interaction, à la recherche d'indices que j'avais manqués. J'ai analysé le ton joyeux de mon père lorsqu'il a appelé, l'explication répétée de ma mère. Ils l'avaient planifié ensemble. Ils s'étaient assis et avaient décidé que je ne méritais pas d'être au mariage de mon propre frère. Je n'ai pas appelé Tristan. Une partie de moi voulait entendre son explication, savoir s'il était complice de cette trahison ou s'il s'était simplement laissé faire dans le plan de nos parents parce que c'était plus facile que de leur tenir tête. Mais la plus grande partie de moi connaissait déjà la réponse. Tristan avait toujours été leur préféré, l'enfant d'or qui ne pouvait rien faire de mal malgré son irresponsabilité et sa dépendance financière envers eux. J'étais la responsable. Là s'éclaircit la gorge ennuyeuse, la fille qui avait choisi la stabilité. Plutôt que l'excitation, la carrière plutôt que le mariage, l'indépendance. Plutôt que l'approbation familiale. Ma collègue Jasmine a remarqué mon humeur. Vendredi. Nous réapprovisionnions les fournitures dans la salle d'hygiène entre les patients lorsqu'elle m'a demandé si tout allait bien. Des trucs de famille, ai-je dit, ne voulant pas m'étendre au travail. Le mariage dont tu as parlé la semaine dernière, le mariage de ton frère. Je lui avais dit plus tôt dans la semaine que j'étais excité par le mariage de Tristan, que j'avais acheté un cadeau cher, que j'avais hâte de célébrer avec la famille malgré nos complications. Maintenant, je devais expliquer qu'il avait déjà eu lieu sans moi. Jasmine a écouté avec une indignation croissante alors que je lui racontais toute l'histoire. C'est absolument dingue, a-t-elle dit quand j'ai eu terminé, sa voix montant d'indignation. Qui fait ça à sa propre fille? Qui ment sur quelque chose d'aussi important? Mes parents, apparemment, et mon frère a suivi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Qu'est-ce que je peux faire? C'est fait. S'éclaircit la gorge, le mariage a eu lieu. Je ne peux pas revenir en arrière pour les obliger à m'inclure. Je ne peux pas les forcer à
Se soucier de mes sentiments. Jasmine a secoué fermement la tête. Tu es plus gentille que moi. Bien plus gentille. Si ma famille me faisait quelque chose comme ça, je leur ferais regretter d'une manière ou d'une autre. Je trouverais un moyen de leur montrer que les actions ont des conséquences. Ces mots sont restés avec moi toute la journée et jusque dans la soirée, bien que je les ai écartés à l'époque. Je n'étais pas du genre à me venger. J'étais la personne qui maintenait la paix, qui avalait la déception et allait de l'avant, qui privilégiait l'harmonie familiale aux sentiments personnels. Mais les jours se sont transformés en semaines, et la colère ne s'est pas estompée. Elle ne s'est pas adoucie ni transformée en acceptation. Au lieu de cela, elle s'est cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus permanent. 4 semaines après le mariage dont j'avais été exclu, mon téléphone a sonné. Un mercredi soir. J'étais à la maison, mangeant des restes de pad thaï. Regardant un documentaire sur la conservation des océans, essayant de profiter de ma soirée tranquille seule. Le nom de maman est apparu à l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais une curiosité morbide a pris le dessus. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir maintenant? Léa, ma chérie, j'espère que tu n'es pas encore fâchée à cause du malentendu du mariage, a-t-elle commencé, son ton artificiellement enjoué. Malentendu. Comme si donné accidentellement là. Mauvaise heure pour un rendez-vous dentaire et mentir délibérément sur le mariage de mon frère était équivalent. Comme si c'était une erreur innocente. Plutôt qu'une exclusion calculée. Qu'est-ce que vous voulez, maman? Eh bien, j'appelle parce que nous avons besoin d'une faveur. Une grosse faveur, en fait. Quelque chose de vraiment important qui signifierait beaucoup pour toute la famille. J'ai attendu, ne disant rien, refusant de lui faciliter la tâche. Ton père et moi avons prévu un voyage spécial pour notre anniversaire. C'est notre 35e anniversaire de mariage le mois prochain, ce qui est une étape importante. Et nous avons réservé ce complexe incroyable aux Bahamas. 2 semaines complètes, tout compris, tout payé. Nous partons le 15 du mois prochain. Ce sera absolument merveilleux. Félicitations, ai-je dit. Sèchement, ma voix dénuée d'émotion. Le truc, c'est que Tristan et Véronica ont besoin d'un endroit où rester pendant notre absence. Leur immeuble d'appartement est en cours de fumigation contre les termites et ils n'ont nulle part où aller pendant 2 semaines complètes. La société de fumigation est très méticuleuse et ils ne peuvent pas rester du tout dans l'immeuble pendant le processus. Nous espérions qu'ils pourraient utiliser ton chalet au bord du lac. Ce serait parfait pour eux. Paisible, romantique, une petite escapade de jeunes mariés. L'audace m'a coupé le souffle. J'ai posé mon récipient de pad thaï. Plus fin. Ils m'ont exclu du mariage de mon frère, ne se sont jamais vraiment excusés, m'ont traité comme si j'étais déraisonnable d'être blessé, et maintenant voulaient utiliser le chalet qu'ils avaient passé 2 ans à critiquer. Le chalet qu'ils appelaient un gaspillage d'argent, un achat irresponsable, un signe que je ne prenais pas mon avenir au sérieux. Vous voulez qu'il reste dans mon chalet, ai-je répété lentement, m'assurant de bien comprendre. Oui, ce serait parfait pour eux. Ils ont besoin de s'éloigner de toute façon. Tant de jeunes mariés. Tu sais à quel point c'est important. Du temps de qualité ensemble sans distraction. Et ton chalet est juste là, vide la plupart du temps. Ce n'est pas comme si tu l'utilisais tous les jours. Ça nous aiderait. Vraiment. Et ce serait un si beau cadeau pour les jeunes mariés. M'aider? Ce n'est pas votre propriété, maman. C'est la mienne. Je l'ai acheté avec mon propre argent. L'argent que grand Marut m'a spécifiquement laissé. Je sais. Ça, ma chérie. C'est pourquoi je te le demande gentiment. Je ne demande rien. Je demande simplement une faveur. La famille est de la famille, n'est-ce pas? C'est ce que font les familles.
Elles se soutiennent mutuellement en cas de besoin. L'ironie était si épaisse que j'ai presque ri. La famille est de la famille. Où était ce sentiment quand vous planifiez de m'exclure du mariage? Où était le soutien familial quand j'achetais le chalet et que vous me disiez que je faisais une énorme erreur? Où était la loyauté familiale quand vous m'avez menti en face sur la date du mariage? J'y penserai, ai-je dit, ne voulant pas m'engager dans l'immédiat. Eh bien, ne réfléchis pas trop longtemps. Nous devons savoir bientôt pour pouvoir prendre d'autres dispositions si nécessaire. Tristan doit donner une réponse à son propriétaire sur l'endroit où ils vont rester pendant la fumigation. Le temps est assez critique ici. J'ai dit que je te tiendrai informé. Léa, ma chérie, je pense vraiment que tu devrais dire oui. Cela contribuerait grandement à guérir la fracture familiale. Montrer à tout le monde que tu es prête à passer outre le truc du mariage et à faire à nouveau partie de la famille. J'ai dit que je te tiendrai informé, ai-je répété fermement, puis j'ai terminé l'appel. Je suis resté assise à fixer le mur de mon appartement, mon documentaire oublié, ma nourriture refroidissant. Le chalet qu'ils avaient moqué, l'achat qu'ils avaient qualifié de frivolé, d'irresponsable, était soudainement précieux pour eux quand ils avaient besoin de quelque chose. Ils voulaient que je leur donne mes clés, mon sanctuaire, mon espace personnel, aux personnes qui m'avaient délibérément blessé. 2 jours plus tard, papa a appelé. Son approche était différente de celle de maman, plus directe et moins artificiellement douce. Léa, ta mère a mentionné la situation du chalet. Je sais que les choses ont été tendues entre nous dernièrement, mais cela signifierait beaucoup pour ton frère. Tristan a des problèmes d'argent en ce moment, et un hôtel pendant 2 semaines pèserait absolument sur son budget. Tu sais combien les hôtels sont chers ces jours-ci. Surtout pendant 2 semaines. Ils devraient dépenser des milliers de dollars qu'ils n'ont pas. Peut-être qu'il aurait dû penser à son budget avant d'avoir un mariage coûteux, ai-je dit froidement. Ce n'est pas juste, Léa. Il est jeune. Il commence juste sa vie. Nous faisons tous des erreurs financières quand nous commençons. Tu ne peux pas lui en vouloir. De plus, nous avons aidé à payer le mariage. C'était important pour nous de lui donner un beau début de mariage. Je n'ai pas fait ces erreurs. J'ai économisé mon argent soigneusement et j'ai acheté des biens que vous avez tous ridiculisés pour l'achat. Des biens qui vous semblent soudainement très utiles maintenant. La voix de papa s'est durcie, perdant son ton conciliant. Ne sois pas mesquine. Léa. C'est ton frère dont nous parlons. Ton propre sang. Ta famille. Vas-tu vraiment garder rancune pour une simple mauvaise communication sur une date de mariage? Es-tu vraiment si mesquine et vindicative? Ce n'était pas une mauvaise communication. Vous m'avez menti. Vous m'avez tous les deux menti en face. Vous m'avez délibérément donné la mauvaise date pour que je manque le mariage de mon propre frère. Et maintenant, vous demandez une faveur. Maintenant, vous voulez que je leur donne ma propriété comme si de rien n'était. Nous te demandons d'être la personne mature ici, de faire preuve de maturité, de grâce et de loyauté familiale. Pour prouver que tu n'es pas là. Personne égoïste que tu agis comme en ce moment. Quelque chose en moi. Craqué. Un fil qui avait été tendu pendant des années s'est finalement cassé. Non. Non. Quoi? Non. Absolument pas Elno. En fait, trouvez-leur un autre endroit où rester. Léa, ne sois pas ridicule. Tu ne l'utilises même pas en ce moment. Tu es assise dans ton appartement à Portland pendant que ce chalet est vide à 3 heures de route. En quoi cela te dérange-t-il de les laisser y rester? Cela n'a pas d'importance. C'est le mien. Je décide qui y reste. Je décide qui a accès à ma propriété. Et je décide que Tristan et Véronica n'y
Resteront pas. Pas pendant 2 semaines. Pas pendant 2 jours, pas pendant 2 heures. Tu es incroyablement égoïste. Incroyablement égoïste. J'ai honte d'avoir élevé quelqu'un qui traiterait sa famille de cette façon. Tant mieux. Peut-être qu'il est temps que je commence à être égoïste au lieu de toujours accommoder les besoins des autres pendant que les miens sont complètement ignorés. Peut-être qu'il est temps que je protège mes propres intérêts au lieu de me sacrifier pour que les autres soient à l'aise. C'est à cause du mariage, n'est-ce pas? Tu punis ton frère parce que tu es jalouse qu'il se soit marié avant toi. Tu es jalouse qu'il ait trouvé quelqu'un et que tu sois toujours seule. L'accusation était si absurde, si déconnectée de la réalité que j'ai réellement ri. Jalouse? Je ne suis pas jalouse, papa. Je suis blessé que ma famille m'ait délibérément exclu d'un événement majeur de ma vie et m'ait menti à ce sujet. Je suis en colère que vous essayiez maintenant de me manipuler pour que je vous donne accès à ma propriété en me traitant d'égoïste et de mesquine. Il y a une énorme différence entre la jalousie et la colère légitime face à un mauvais traitement. Eh bien, si c'est comme ça que tu le ressens, ne t'attends pas à ce que nous fassions des efforts supplémentaires pour toi à l'avenir. Ne t'attends pas à ce que nous t'incluions dans les événements ou les célébrations familiales. Ne t'attends pas à ce que nous te traitions comme de la famille si tu ne te comportes pas comme de la famille. Je n'attends plus ça depuis des années, papa. J'ai arrêté d'attendre un traitement juste de votre part et de maman il y a longtemps. Au revoir. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué les numéros de mes parents. La paix fut immédiate et profonde. Plus d'appels culpabilisants. Plus de manipulation déguisée en inquiétude. Plus d'être traité comme le méchant. Pour avoir eu des réactions humaines normales face à un mauvais traitement. Tristan a commencé à m'envoyer des SMS 3 jours plus tard. Les messages arrivaient rapidement, les uns après les autres, remplissant mon téléphone de notifications. Chaque message était long, plein d'explications sur la fumigation de l'appartement, sur la difficulté de trouver un logement temporaire abordable à Portland, sur le stress de Véronica. Il m'assurait à plusieurs reprises qu'il prendrait parfaitement soin du chalet, ne dérangerait rien, le laisserait plus propre qu'il ne l'avait trouvé. Il promettait qu'il respecterait mon espace, suivrait toutes les règles que j'établirais, me paierait même un loyer si cela me rendait plus à l'aise. J'ai répondu par 2 mots. Absolument pas. Sa réponse est arrivée immédiatement. Allez, Léa. Ne punis pas Véronica pour les erreurs de maman et papa. Elle n'a rien à voir avec le truc du mariage. Elle voulait en fait que tu sois là. Elle demandait constamment à maman de tes nouvelles et de ton arrivée. Mais tu avais quelque chose à voir avec ça. Tu as suivi leur plan pour m'exclure. Tu aurais pu m'appeler toi-même et m'inviter, peu importe ce qu'ils voulaient. Et je ne punis personne. Je refuse simplement de laisser des gens qui m'ont blessé utiliser ma propriété. Trouve un hôtel. Trouve une location Airbnb. Trouve un autre endroit. Nous ne pouvons pas nous permettre un hôtel pendant 2 semaines. As-tu la moindre idée de combien cela coûterait? Nous parlons de milliers de dollars. Nous n'en avons pas. Ce n'est pas mon problème, Tristan. Tu es adulte. Débrouille-toi. Les SMS continuaient toute la journée. Tristan alternait entre excuses, culpabilisation et appel à la loyauté familiale. Il me rappelait les fois où il m'avait aidé quand nous étions enfants. Il évoquait les fêtes de famille que nous avions partagées. Il a essayé tous les angles qu'il pouvait imaginer pour me faire changer d'avis. J'ai arrêté de répondre après le 5e message, le laissant envoyer ses supplications dans le vide. Puis, Véronica a commencé à envoyer des SMS. Ses messages étaient plus doux, plus sincèrement désolés que ceux de Tristan, mais la réponse restait la même. Elle
Expliqué qu'elle avait supposé que j'étais invité au mariage, qu'elle n'avait appris que plus tard que je n'y avais pas été, qu'elle se sentait mal de toute cette situation. Elle a dit qu'elle comprenait si j'étais en colère, qu'elle serait aussi en colère, mais m'a demandé si je pouvais séparer mes sentiments sur le mariage de cette situation actuelle. Je voulais ressentir de la sympathie pour elle. Elle semblait sincèrement gentille, sincèrement désolée, mais la sympathie n'était pas suffisante pour me faire compromettre mes limites. Je suis désolé que tu sois dans une situation difficile, mais ma réponse est non. Elle a essayé 2 fois de plus, puis s'est arrêtée. Le silence a duré 2 jours avant qu'une nouvelle vague de pression ne commence. Ma tante Patricia a appelé, puis l'ami de ma mère, Hélène, puis quelqu'un de leur église dont je me souvenais à peine du nom. Chaque appel suivait le même schéma. Ils avaient entendu dire que j'étais difficile à laisser Tristan utiliser le chalet. Ils voulaient comprendre mon point de vue. Ils espéraient que nous pourrions tous régler cela comme des adultes, et finalement, pourrais-je s'il vous plaît juste reconsidérer? J'ai expliqué la situation du mariage à chacun d'eux. Certains étaient sympathiques, comprenant pourquoi je me sentais blessé et trahi. D'autres l'ont rejeté comme un malentendu dont je devais avoir fait le deuil. Aucun d'entre eux n'a changé mon opinion. J'ai arrêté de répondre aux appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Le matin du 15, le jour où mes parents devaient partir pour les Bahamas, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ma mère debout là, son visage rouge et bouffi. J'ai hésité à ouvrir la porte, mais la curiosité et peut-être une dernière once d'obligation familiale m'ont fait tourner la serrure. S'il te plaît, Léa, a-t-elle dit dès que la porte s'est ouverte, des larmes coulant sur son visage. Laisse-les utiliser le chalet. Tristan est désespéré. Ils sont restés dans un horrible motel à la périphérie de la ville, et cela leur coûte de l'argent qu'ils n'ont pas. La chambre sans la cigarette est là. Moisissure. Ton père et moi partons pour l'aéroport dans 3 heures, et je ne peux pas profiter de ce voyage en sachant que mon fils souffre. Je ne peux pas me détendre en sachant que cette famille se déchire. Alors annulez votre voyage, ai-je dit froidement, insensible aux larmes que je soupçonnais d'être en partie théâtrales. Restez à la maison et aidez-les vous-même. Laissez-le rester dans votre maison pendant votre absence. Nous ne pouvons pas faire ça. La maison est montrée à des acheteurs potentiels pendant notre absence. Nous essayons de la vendre et nous ne pouvons pas avoir de gens vivants là pendant les visites et nous ne pouvons pas annuler le voyage. C'est complètement non remboursable. Nous perdrions des milliers de dollars. Cela ressemble à un problème personnel. Cela ressemble à une mauvaise planification de votre part. Quand es-tu devenu si sans cœur? Les larmes se sont arrêtées aussi. Vite qu'elles avaient commencé, remplacées par une colère froide. Son visage est passé de la douleur à la fureur en un instant. Je t'ai élevé mieux que ça. Je t'ai enseigné la famille, la loyauté et la compassion et l'aide aux personnes dans le besoin. Vous m'avez appris que la famille se traite mal et s'attend au pardon sans réelle responsabilité. Vous m'avez appris que mes sentiments ne comptent pas tant que tout le monde est à l'aise. Vous m'avez appris que je devrais sacrifier mes propres besoins et limites pour vous faciliter la vie. Et bien, j'ai appris la leçon. Je l'ai très bien apprise. Maintenant, vous allez vivre avec les conséquences de ce que vous m'avez appris. Si tu ne leur donnes pas ces clés tout de suite, ne t'embête pas à venir aux prochaines réunions de famille. Ne t'embête pas à appeler. Ne t'embête pas à te présenter. Pour les fêtes. Tu seras morte pour nous. Complètement morte. Tu n'auras plus de famille. Je suis déjà morte pour vous, maman. Vous l'avez prouvé en m'excluant du mariage de mon frère et en me mentant ensuite en face. Vous avez fait votre choix quant à ce que je représente pour cette famille. Maintenant, je
Fais le mien. Elle est partie sans un mot de plus, claquant la porte assez fort pour faire vibrer le cadre et faire aboyer le chien de mon voisin. Je suis restée dans mon appartement, tremblante mais résolue. Qu'ils me coupent de leur vie. Qu'ils fassent de moi le méchant de leur histoire. Qu'ils disent à tout le monde que j'étais cruel et sans cœur. J'en avais fini d'être le paillasson familial. J'en avais fini de sacrifier ma paix pour leur commodité. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au chalet au bord du lac. J'avais besoin d'y être pour me rappeler pourquoi j'avais tiré ce trait dans le sable, pourquoi cette limite comptait. Les 3 heures de route à travers les routes de montagnes sinueuses ont calmé mes nerfs. Au moment où je suis arrivé et que j'ai vu le soleil se coucher sur l'eau, baignant tout dans des teintes d'or et d'ambre. La tension dans mes épaules commençait à se relâcher. J'ai parcouru lentement le chalet, touchant les meubles que j'avais choisis pièce par pièce, regardant les photos que j'avais encadrées de lieux où j'avais voyagé, debout sur la terrasse que j'avais aidé un entrepreneur à construire il y a 2 étés. Cet endroit était le mien, pas le leur. Le mien. Je l'avais construit avec l'argent du seul membre de la famille qui me comprenait vraiment, qui voulait que je sois heureuse plutôt qu'obéissante. J'ai passé le week-end au chalet, faisant de la randonnée sur les sentiers environnants et du kayak sur l'eau calme. Samedi après-midi, je lisais un roman policier sur la terrasse quand j'ai entendu un moteur de voiture au loin. J'ai levé les yeux, mon estomac se nouant à la vue d'un véhicule entrant dans mon allée de gravier. Tristan et Véronica sont sortis de leur voiture. Tristan avait quelque chose à la main qui brillait au soleil. Une clé. Je me suis levé, mon livre tombant oublié sur la terrasse pendant qu'il garait et sortait de la voiture. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je appelé, ma voix sèche. Maman m'a donné sa clé de rechange, a dit Tristan, marchant vers le chalet avec une fausse confiance. Celle qu'elle avait faite il y a quelques années quand tu as acheté cet endroit pour la première fois. Nous restons ici pendant les 2 prochaines semaines, que tu le veuilles ou non. Tu as été déraisonnable assez longtemps. Vous entrez par effraction sur ma propriété. Et j'appelle la police. Je vous ferai arrêter pour intrusion. Ce n'est pas une effraction si nous avons une clé, a dit Véronica, bien qu'elle ait semblé mal à l'aise avec toute la situation. Ses yeux ne rencontraient pas les miens. Tes parents ont dit que ce serait bien. Ils ont dit que tu reviendrais à la raison une fois que tu aurais eu le temps d'y réfléchir. Mes parents ne possèdent pas ce chalet. Ils n'ont aucun droit de vous donner la permission d'être ici. Je le possède. Je l'ai acheté. Mon nom est sur l'acte de propriété. Et je n'ai donné à personne la permission d'être ici. Tristan a atteint les marches menant à la terrasse. Allez, Léa. Nous avons conduit 3 heures. Nous avons emballé toutes nos affaires. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Maman et papa sont déjà dans leur avion pour les Bahamas. Laisse-nous juste rester. Tu ne seras même pas là la plupart du temps de toute façon. Tu seras au travail à Portland. Ce n'est pas le point. Le point est que tu n'as pas le droit de passer outre ma décision juste parce que maman t'a donné une clé. Elle n'avait aucun droit de te la donner en premier lieu. Le point est que mes limites comptent même lorsqu'elles sont gênantes pour toi. Alors, tu vas vraiment faire ça? Tu vas vraiment nous faire demi-tour et conduire 3 heures pour retourner à Portland? Oui. Pars tout de suite. Véronica a touché le bras de Tristan. On devrait peut-être y aller. Ça semble mal. Elle dit non. Nous devrions respecter ça. Nous n'allons nulle part, a dit Tristan obstinément, sa mâchoire serrée dans cette expression familière de détermination dont je me souvenais depuis l'enfance. Nous avons besoin de cet endroit, et elle est complètement ridicule et vindicative. J'ai sorti mon téléphone,
ma main stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Partout. De suite où j'appelle la police et je signale une effraction. Je leur montrerai l'acte de propriété à mon nom. Je leur montrerai le SMS où jeté explicitement. Refuser la permission d'être ici. Je porterai plainte. Tu n'oserais pas. Tu n'appellerais pas les flics sur ton propre frère. Essaie-moi. Teste-moi. Vois ce qui se passe. Nous nous sommes regardés pendant un long moment qui semblait s'étirer à l'infini. Je gardais mon téléphone levé, mon doigt sur le bouton d'appel d'urgence, mon expression imperturbable. Finalement, Véronica a tiré Tristan plus fermement vers leur voiture. Ce n'est pas fini, a appelé Tristan alors qu'ils remontaient dans leur véhicule. Maman et papa vont entendre parler de ça. Ils vont entendre parler de la façon dont tu as menacé de faire arrêter ton propre frère. Tout le monde saura quel genre de personne tu es. Vraiment. Bien. Dites-leur. Dites-leur à tous. Assurez-vous de mentionner la partie où vous avez essayé d'utiliser une clé que vous n'aviez pas le droit d'avoir pour accéder à une propriété dont vous n'aviez pas la permission d'entrer. Dites-leur toute l'histoire. Ils sont partis, les graviers crachant de leurs pneus, laissant la poussière flotter dans l'air. Je suis resté sur la terrasse jusqu'à ce que leur voiture disparaisse sur la route sinueuse, puis je me suis assise lourdement sur la chaise la plus proche. Mes mains tremblaient. Maintenant que la confrontation était terminée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque bruit à l'extérieur me faisait sursauter, effrayé qu'il soit revenu, effrayé qu'ils essaient de forcer une fenêtre ou de rentrer de force. Au lever du soleil, j'ai appelé un serrurier dans la ville la plus proche, une petite communauté de montagne à 30 minutes de là. J'ai payé un supplément pour un service le jour même, ne voulant pas attendre un jour de plus. À midi, le chalet avait de nouvelles serrures sur chaque porte. J'avais le seul jeu de clés, que j'ai mis sur un mousqueton que j'ai attaché à mon porte-clés. Personne d'autre n'aurait accès. Pas mes parents, pas mon frère, personne à moins que je ne leur donne explicitement la permission. J'ai également conduit au magasin de bricolage et acheté des caméras de sécurité. J'ai passé l'après-midi à les installer à la porte d'entrée, à la porte arrière et à l'entrée de l'allée. Si quelqu'un essayait d'accéder à la propriété sans permission, je le saurais immédiatement et j'aurais des preuves vidéo. Je pourrais appeler la police avec la preuve d'une tentative d'intrusion. La paranoïa semblait justifiée lorsque j'ai vérifié les caméras le lendemain soir. Depuis mon appartement à Portland et que j'ai vu la voiture de Tristan se garer à nouveau au chalet. Cette fois, il était seul, sans Véronica. J'ai regardé sur mon application mobile alors qu'il essayait sa clé, découvrait qu'elle ne fonctionnait pas, puis faisait le tour de tout le chalet en essayant toutes les fenêtres, toutes verrouillées. J'en avais fait une certitude. Il est resté dans l'allée pendant plusieurs minutes, fixant le chalet les mains sur les hanches. Visiblement frustré et en colère. Puis il a réessayé les portes, secouant. S'éclaircit la gorge les poignets comme si la force ouvrait la porte. Finalement, il a donné un coup de pied à la porte d'entrée, laissant une marque de frottement sur le bois qui m'a donné la nausée, mais il est parti sans entrer. J'ai sauvegardé toutes les vidéos, les téléchargeant sur mon ordinateur. Et les sauvegardant sur le cloud. Preuve, documentation, preuve de ce qu'il était prêt à faire pour obtenir ce qu'il voulait. 2 jours plus tard. Une épaisse enveloppe est arrivée à mon appartement par courrier certifié. J'ai signé avec un sentiment de dread, sachant que cela ne pouvait rien de bon. À l'intérieur se trouvait une lettre d'un avocat représentant mes parents. L'entête juridique semblait officielle et intimidant, exactement comme prévu. La lettre affirmait que mes parents avaient un accord verbal avec moi qui permettait aux membres de la famille d'utiliser le chalet pour des vacances et des situations d'urgence. Elle déclarait que j'étais en violation de cet accord en refusant l'accès à Tristan.
Elle exigeait que je fournisse un accès immédiat à Tristan et Véronica, sous peine de poursuite pour rupture de contrat et de dommages-intérêts relatifs aux frais d'hôtel qu'ils avaient engagés tout en eux. Pouvant pas utiliser le chalet auquel j'avais prétendu les avoir promis. J'ai lu la lettre 3 fois, ma colère s'intensifiant à chaque lecture. Accord verbal. Il prétendait que nous avions un accord qui n'avait jamais existé, qui n'avait jamais même été discuté. Il menaçait d'une action en justice basée sur une fabrication complète. J'ai immédiatement appelé mon propre avocat. Bethany m'avait aidé lors de l'achat du chalet il y a 2 ans, gérant tous les documents et m'assurant que tout était correctement en mon nom. Elle avait la quarantaine, était vive et pragmatique, avec une réputation de ne pas reculer devant les tactiques d'intimidation. Envoyez-moi la lettre, a-t-elle dit. Après que j'ai expliqué la situation. Transférez-la à mon email tous deux. Suite pendant que nous sommes au téléphone. Je l'ai fait, écoutant le clic de son clavier pendant qu'elle lisait. Ils n'ont absolument aucun cas, a dit Bethany fermement. 0. C'est votre propriété. Vous avez le droit absolu de refuser l'accès à qui que ce soit, membre de la famille ou non. Cet accord verbal qu'ils prétendent n'existe pas. Et même s'il existait, les accords verbaux sur l'accès à la propriété sont presque impossibles à faire respecter. La situation de la clé de rechange pourrait en fait jouer en votre faveur si vous souhaitez engager des poursuites pour tentative d'accès non autorisée. Je ne veux pas engager de poursuites contre mon frère. Je veux juste qu'il me laisse tranquille. Alors je leur enverrai une lettre indiquant très clairement qu'ils n'ont aucun fondement juridique, que tout autre harcèlement entraînera une ordonnance de protection, et que leur avocat devrait avoir honte d'envoyer une menace aussi futile. Je mentionnerai également les preuves vidéo que vous avez de tentatives d'accès non autorisées, qui pourraient constituer une intrusion criminelle. Cela devrait les faire taire assez rapidement. Faites-le. Envoyez-le aujourd'hui si possible. Considérez que c'est fait. Et Léa, ne les laissez pas vous intimider. Vous avez absolument raison. Ce qu'ils font est du harcèlement, pur et simple. La lettre de Betty a dû être efficace. Car le harcèlement a cessé immédiatement. Plus d'appels, plus de SMS, plus de visites surprises. Le silence était à la fois un soulagement et troublant. J'attendais la prochaine attaque, la prochaine tactique de manipulation, la prochaine personne qu'il recruterait pour me faire pression. Mais rien ne vint. Mes parents sont revenus de leur voyage aux Bahamas et je n'ai rien entendu d'eux. Tristan a complètement cessé de me contacter. C'était comme si j'avais été effacé de la famille, supprimé de leur vie comme si je n'avais jamais existé. Une partie de moi a fait le deuil. Malgré tout, malgré toutes les douleurs, les manipulations et les trahisons, c'était toujours ma famille. J'avais grandi avec ces gens, partagé des fêtes et des anniversaires et des moments ordinaires. Les couper signifiait perdre toute cette histoire, toutes ces connexions, tous ces souvenirs partagés. Mais une plus grande partie de moi se sentait libre. Fini de marcher sur des œufs en se demandant si j'avais dit quelque chose de mal ou si je les avais mis en colère. Fini de se préparer à la critique déguisée en inquiétude. Fini d'être le bouc émissaire de la dysfonction familiale. Je pouvais respirer sans avoir l'impression d'étouffer sous leur attente. 3 mois passèrent. Je me suis plongé dans mon travail à la clinique dentaire, prenant des gardes supplémentaires lorsque d'autres hygiénistes avaient besoin de temps libre. Je passais tous mes week-ends au chalet, parfois seul et parfois avec Jasmine, qui était devenue l'une de mes amies les plus proches. Nous faisions du kayak et de la randonnée pendant la journée, puis nous nous assoyions au feu de camp le soir, discutant de tout et de rien. Tu sembles plus heureuse, a observé Jasmine un samedi soir début novembre alors que nous faisions griller des marshmallows sous un ciel étoilé. Plus détendue, plus toi-même. Je me sens plus légère, ai-je admis. Regardant les flammes danser dans le feu de camp.
Comme si j'avais porté un poids énorme sans même me rendre compte qu'il était là. Et maintenant, il est parti. Je peux juste exister sans me soucier constamment de décevoir quelqu'un. Ou de ne pas répondre à leurs attentes. Pas de regret d'avoir tenu bon? Aucun. Pas un seul. J'aurais dû le faire il y a des années. J'aurais dû établir des limites avec eux il y a longtemps au lieu d'essayer toujours d'être la bonne fille qui ne causait jamais de problème. Mieux vaut tard que jamais. Début novembre, j'ai reçu un email inattendu de Véronica. L'objet disait simplement « Je suis désolé ». J'ai hésité à le supprimer sans le lire, le laissant disparaître dans le vide numérique, mais la curiosité a pris le dessus sur la prudence. S'éclaircit la gorge, Léa, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, et je ne te blâmerai pas du tout si tu supprimais ceci sans le lire, mais j'avais besoin de te contacter. J'avais besoin de te dire que ce que tes parents t'ont fait était mal. Ce que Tristan et moi avons suivi était mal. J'y ai pensé constamment, surtout maintenant que je vois comment ta famille fonctionne de près. Voir les modèles de comportement que tu dois avoir vécu toute ta vie. Ils t'excluent de tout, parlent de toi derrière ton dos comme si tu étais le problème, et agissent ensuite choqués et blessés quand tu réagis. Je suis désolé de ne pas m'être défendu pour toi. Je suis désolé de les avoir laissés m'utiliser comme partie de leur manipulation. Tu méritais mieux. Tu mérites mieux maintenant. Je n'attends pas le pardon et je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce qu'ils ont fait et font encore. Et c'était cruel. C'est cruel. J'ai lu l'email 3 fois, chaque mot s'enfonçant lentement. C'était la première vraie excuse que j'avais reçue de quiconque dans ma famille. Pas une excuse, pas une justification, juste une reconnaissance et des remords. Pas « je suis désolé ». Que tu te sentes blessé, ou « je suis désolé qu'il y ait eu un malentendu ». Mais une vraie excuse qui assumait la responsabilité de l'acte répréhensible. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai eu besoin de temps pour le digérer, pour décider ce que cela signifiait pour moi. Pour l'instant, je l'ai sauvegardé dans un dossier intitulé « Important » et l'ai laissé reposer. Peut-être qu'un jour je serai prête à accepter les excuses et à avoir une conversation avec Véronica. Peut-être qu'un jour je serai prête à pardonner. Mais ce jour n'était pas aujourd'hui. Décembre est arrivé avec les premières neiges importantes. Le lac a gelé progressivement. La glace se formait d'abord sur les bords, puis rampait vers le centre. Le chalet s'est transformé en un pays des merveilles. Hivernal avec des glaçons pendant des avant-toits et de la neige recouvrant la balustrade de la terrasse comme du glaçage. J'ai passé Noël là-bas seul. Cuisinant une petite poitrine de dinde pour moi, regardant des films classiques. Au coin du feu, lisant des livres que j'avais prévu de lire pendant des mois. C'était le Noël le plus paisible dont je me souvienne. Pas de gaieté forcée. Pas de conversation gênante, pas de marche sur des œufs autour de sujets familiaux sensibles, juste moi, le chalet et la beauté silencieuse de l'hiver. Dans les montagnes. Le soir du Nouvel An, je me suis assise sur la terrasse. Emmitouflée dans mon manteau le plus chaud et des couvertures, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Mon téléphone était à l'intérieur, éteint. Personne n'appellerait de toute façon. La famille dans laquelle j'étais né avait fait son choix en m'excluant de ce mariage, et j'avais fait le mien en refusant de les laisser m'utiliser davantage. À minuit, j'ai levé un verre de champagne vers le lac gelé dans le ciel étoilé. J'ai trinqué au nouveau départ, aux limites, à me choisir moi-même au lieu de me sacrifier pour que les autres soient à l'aise, à la liberté des attentes. Toxique, à la paix. La nouvelle année s'annonçait, pleine de possibilités. J'étais seul, mais je ne m'ennuyais pas. J'avais mon travail, mes amis, mon sanctuaire. J'avais construit une vie qui était la mienne, authentique et fidèle.
À qui j'étais plutôt qu'à qui ma famille voulait que je sois. Février a apporté un développement inattendu. Jasmine a mentionné pendant notre pause déjeuner à la clinique que sa sœur, qui travaillait dans l'immobilier à Portland, avait entendu des commérages intéressants sur un litige immobilier. Apparemment, un couple essaie de vendre sa maison, mais ils ont des problèmes majeurs avec le titre, a dit Jasmine, trempant un bâtonnet de carottes dans du houmous. Quelque chose à propos de revendiquer des droits de propriété sur le chalet de leur fille au nord, essayant de l'utiliser pour gonfler la valeur de leur propriété. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Quoi? Répète ça. Ouais, c'est fou, non? Ils ont dit aux acheteurs potentiels qu'ils possédaient une propriété de vacances dans le cadre de leur portefeuille immobilier, mais il s'avère que la fille en est propriétaire à part entière et qu'ils n'ont aucun droit légal. Les acheteurs se sont retirés lorsqu'ils ont découvert la fausse déclaration, et maintenant le couple ne peut pas vendre sa maison parce qu'ils ont complètement détruit leur crédibilité. Les nouvelles se répandent vite dans le milieu de l'immobilier. Jasmine, je pense que tu parles de mes parents. Ses yeux se sont considérablement agrandis. Pas possible. Tu es sérieuse? Tes parents ont essayé de prétendre qu'ils possédaient ton chalet? J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à chercher les registres publics de propriété, mes mains tremblant légèrement. Effectivement, mes parents avaient mis leur maison en vente il y a 6 semaines. L'annonce avait été retirée et relistée 2 fois avec une baisse de prix significative à chaque fois. Le prix actuel était inférieur de $30 000 à l'heure. Prix de demande initiale. Ils ont essayé de revendiquer une copropriété de mon chalet, ai-je dit lentement, traitant l'information tout en parlant. Ils ont en fait essayé de l'inclure dans leur portefeuille immobilier pour faire paraître leurs biens plus précieux pour les acheteurs potentiels. C'est de la fraude, n'est-ce pas? Comme de la fraude juridique réelle. C'est certainement quelque chose d'illégal. Fausse déclaration au minimum. J'ai appelé Bethany dès la fin de ma pause déjeuner. Sortant de la clinique dans l'air froid de février. Elle a écouté mon explication et m'a demandé de lui envoyer les annonces immobilières et toute documentation que j'avais sur la propriété du chalet. C'est sérieux, Léa? Vraiment sérieux, a-t-elle dit. Son ton grave. S'ils ont représenté à des acheteurs qu'ils avaient un intérêt de propriété dans un bien qu'ils ne possèdent pas réellement, c'est une fausse déclaration frauduleuse. Les acheteurs pourraient potentiellement les poursuivre pour leur avoir fait perdre leur temps et pour tous les coûts engagés pendant la transaction échouée. Au minimum, cela a détruit leur crédibilité dans toute transaction immobilière future. Honnêtement, rien. Ne les contactez pas. N'engagez pas. Ne leur donnez aucune occasion de prétendre que vous interfériez avec leurs affaires. Documentez simplement tout. Sauvegardez ces annonces. Prenez des captures d'écran avec les dates visibles. Conservez des registres. S'ils essaient de revenir vers vous ou de faire d'autres revendications concernant le chalet, nous aurons un schéma clair de tentative de fraude. Mais laissez-les creuser leur propre trou. Ils le font très bien sans votre aide. J'ai passé la soirée à faire des recherches, plongeant dans les registres publics et les annonces immobilières. Mes parents avaient apparemment essayé de réduire leur taille depuis des mois, voulant déménager dans une maison plus petite près de l'appartement de Tristan. Ils voulaient quelque chose de plus gérable, plus facile à entretenir dans leur soixantaine. Mais sans pouvoir vendre leur maison actuelle à un prix proche de celui qu'ils souhaitaient, ils étaient bloqués. L'ironie était délicieuse et poétique. Ils avaient essayé d'utiliser mon chalet pour en tirer profit, allant jusqu'à commettre une fraude en déformant la propriété, et maintenant cela s'était retourné de manière spectaculaire. Leur cupidité et leurs droits avaient des conséquences qu'ils ne pouvaient ni manipuler ni nier. 2 semaines plus tard, Tristan a appelé depuis
Un autre numéro encore différent. J'avais arrêté de bloquer les numéros car il en trouvait de nouveaux, et j'étais curieuse de savoir quelle approche il essaierait ensuite. Sais-tu que maman et papa ne peuvent pas vendre leur maison à cause de toi? Il n'a pas pris la peine de dire bonjour ou de saluer. Sa voix était tendue de colère. À cause de moi ou parce qu'ils ont menti à des acheteurs potentiels en prétendant posséder des biens qui ne leur appartiennent pas. Parce qu'ils ont commis une fraude en déformant leurs actifs. Ils essayaient juste de montrer l'ensemble des actifs familiaux. Ils essayaient de montrer que notre famille a des investissements immobiliers précieux. Le chalet n'est pas un actif familial, Tristan. C'est mon actif personnel, ma propriété individuelle. Ils n'ont exactement zéro propriété, zéro droit, zéro droit de le représenter comme le leur de quelque manière que ce soit. Ce qu'ils ont fait est une fraude. Une fraude réelle, littérale, poursuivable. Tu peux résoudre tout ce désordre. Tu peux parler aux agents immobiliers et leur dire que ce n'était qu'un malentendu. Tu peux aplanir les choses. Ce n'était pas un malentendu. Ils ont délibérément déformé la propriété pour gonfler leur valeur apparente. C'est de la fraude. Et je ne vais pas les aider à couvrir cela. Ou à le minimiser. C'est leur problème, pas le mien. Alors tu vas les laisser souffrir? Tu vas les laisser perdre leur maison parce qu'ils ne peuvent pas la vendre? Je vais les laisser faire face aux conséquences naturelles de leurs propres actions malhonnêtes. Il y a une différence entre causer du tort et simplement ne pas prévenir les conséquences. Ils ont choisi de mentir. Ils ont choisi de commettre une fraude. Maintenant, ils vont devoir gérer ce qui arrive quand on ment et qu'on commet une fraude. Tu as changé, Léa. Tu étais gentille. Tu te souciais de la famille. J'étais un paillasson qui laissait les gens me marcher dessus parce que j'avais peur des conflits. J'ai changé. Tu as raison à ce sujet. Mais pas de la manière que tu penses. Il a raccroché sans dire au revoir. Je me suis assise en arrière, ressentant un profond sentiment de satisfaction. Pas la satisfaction amère d'une vengeance planifiée et exécutée, mais la satisfaction nette de regarder le karma faire son travail. Je n'avais rien fait pour leur faire de mal. J'avais simplement refusé d'être utilisé, refusé d'être manipulé, refusé de les sortir des conséquences qu'ils avaient entièrement créées. En avril, le printemps est arrivé avec une explosion de couleurs. Des fleurs sauvages ont fleuri le long des sentiers de randonnée près du chalet, et la glace sur le lac a fondu. J'ai passé un long week-end là-bas, ouvrant toutes les fenêtres pour aérer l'air d'hiver, nettoyant et organisant, me préparant pour l'été. Samedi après-midi, je balayais la terrasse quand une voiture s'est garée dans l'allée. Je me suis tendu, m'attendant à Tristan ou à mes parents. Au lieu de cela, Véronica est sortie. Seule. Ne cours pas, a-t-elle appelé rapidement, ses mains levées dans un geste de paix. Je ne suis pas venu pour me battre, ni te faire pression, ni te demander quoi que ce soit. Je veux juste parler. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Contre mon meilleur jugement, j'ai posé le balai et je me suis dirigé vers le bord de la terrasse. 5 minutes. Tristan et moi divorçons. A-t-elle dit sans préambule ni préparation. Je ne m'attendais pas à cette nouvelle. Je suis désolé de l'apprendre. Ne le sois pas. C'est absolument la bonne décision. Vivre avec lui, voir comment il traite les gens, comment toute ta famille fonctionne de près et de loin. Je ne peux plus le faire. Je ne peux pas faire partie de cette dysfonction. Le truc du mariage était déjà assez mauvais, mais les voir essayer de te manipuler et de t'utiliser pour ce chalet m'a montré exactement qui ils sont vraiment, qui Tristan est vraiment. Pourquoi me dis-tu ça, Véronica? Parce que je veux que tu saches que tu
Avait raison sur tout. Surtout. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Désolé de ne pas m'être défendu pour toi quand j'aurais dû. Tes parents m'ont appelé la semaine dernière et m'ont demandé de te convaincre de signer une sorte de lettre te donnant la permission d'utiliser le chalet. Elle m'a même offert de l'argent, $2000, si je pouvais te faire changer d'avis. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que mon mariage était déjà terminé. Que je demandais le divorce, et que peut-être si elle avait élevé son fils pour qu'il soit honnête et gentil au lieu d'être plein de droits et manipulateur, les choses auraient été différentes. Ensuite, j'ai raccroché. Un léger sourire a effleuré mes lèvres malgré tout. Bien pour toi. Je voulais aussi te donner ça. Elle a sorti une enveloppe de son sac à main et me l'a tendue. C'est tout ce que je sais sur leur situation financière. Relevé bancaire que Tristan a laissé traîner dans l'appartement. Conversation que j'ai entendue quand il ne savait pas que j'écoutais. Email que j'ai vu sur son ordinateur portable. Je pensais que tu devrais savoir exactement à quoi tu as affaire, de quoi ils sont capables. J'ai pris l'enveloppe prudemment, en sentant son poids. Merci pour ça. Je suis vraiment désolé, Léa, pour tout ça. Pour ne pas m'être défendu pour toi au mariage, pour avoir suivi leur manipulation. Pour ne pas avoir vu qui ils étaient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je te crois, et j'espère sincèrement que les choses s'amélioreront pour toi à l'avenir. Tu mérites mieux que ce que tu as eu avec cette famille. Après qu'elle soit partie, je me suis assise sur la terrasse et j'ai ouvert l'enveloppe les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés bancaires montrant des soldes négatifs et des frais de découvert, des factures de cartes de crédit avec des soldes à des dizaines de milliers, et des impressions de mes discutants de consolidation de dettes et de demandes de prêts. Mes parents se noyaient financièrement. Ils avaient contracté un second prêt hypothécaire sur leur maison pour payer le mariage élaboré de Tristan. Avaient épuisé 3 cartes de crédit distinctes, achetant des meubles et des cadeaux pour les jeunes mariés, et étaient en retard de 3 mois sur leur paiement de voiture. Ils avaient besoin de vendre la maison non seulement pour réduire leur taille par commodité, mais pour éviter la saisie immobilière. Ils étaient désespérés, acculés par des dettes qu'ils avaient créées au fil des années de vie au-delà de leurs moyens et en permettant les dépenses irresponsables de Tristan. Soudain, tout a pris un sens avec une clarté cristalline. Les tentatives désespérées d'utiliser le chalet, les fausses déclarations aux acheteurs, la pression et la manipulation constante. Ils n'étaient pas simplement pleins de droits ou négligents. Ils étaient financièrement désespérés et avaient vu ma propriété comme une bouée de sauvetage potentiel, un moyen d'améliorer leur crédibilité auprès des acheteurs ou de revendiquer une sorte d'intérêt financier qu'ils pourraient exploiter. Je n'ai pas utilisé l'information immédiatement. Je l'ai simplement mise de côté, sachant que la connaissance était le pouvoir. Mais en juin, lorsque mes parents ont fait une dernière tentative pour me contacter par l'intermédiaire de leur pasteur, j'ai décidé qu'il était temps d'en finir. Le pasteur, un homme doux nommé Révérend Thomas, dont je me souvenais vaguement des services du dimanche d'enfance, a appelé et m'a demandé si nous pouvions prendre un café. J'ai accepté, curieuse de savoir quelle approche ils allaient essayer. Maintenant, nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille un mercredi après-midi. Le révérend Thomas avait la soixantaine, des yeux doux et une voix douce. Vos parents traversent une période incroyablement difficile, a-t-il commencé après que nous ayons eu nos boissons. Ils sont confrontés à des difficultés financières, à l'aliénation familiale, et ils luttent contre de profonds sentiments de regret et de perte. M'ont-ils dit pourquoi nous sommes en froid, ai-je demandé directement. Ils ont mentionné qu'il y avait eu un désaccord concernant la propriété et un malheureux timing avec le mariage de votre frère. C'est une façon de décrire le fait de m'exclure délibérément
d'un événement familial majeur en mentant sur la date. Puis de tenter de revendiquer frauduleusement la propriété de mon bien et ensuite de me harceler. Pendant des mois lorsque j'ai refusé de les laisser l'utiliser. Son expression a subtilement changé, la surprise et l'inquiétude remplaçant sa neutralité pastorale. Je ne l'avais pas entendu expliquer de cette façon. J'ai passé 20 minutes à lui raconter toute l'histoire, sans rien cacher. Je lui ai montré la documentation, les lettres de l'avocat, les registres de propriété montrant leurs fausses déclarations, les enregistrements de sécurité des tentatives d'accès non autorisé, tout. Quand j'ai eu fini, le révérend Thomas s'est penché en arrière sur sa chaise, l'air sincèrement troublé. Je n'avais absolument aucune idée que la situation était si grave et compliquée, a-t-il admis. Vos parents me l'ont présenté comme un simple différend familial sur le partage de ressources avec quelques sentiments blessés concernant un malentendu. Ils sont très doués pour présenter les récits afin de se rendre raisonnables et de me faire paraître déraisonnable. Qu'est-ce que vous voulez de cette situation, Léa? Comment se présenterait une résolution pour vous? Je ne veux rien d'eux. Je ne veux pas de réconciliation. Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux rien. Je veux qu'ils me laissent complètement tranquille et qu'ils acceptent que leurs actions ont des conséquences permanentes. Et s'ils ne peuvent pas l'accepter, s'ils perdent leur maison, alors ils perdent leur maison. Je n'ai pas créé leurs problèmes financiers. Je ne les ai pas obligés à contracter des prêts qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Je ne les ai pas obligés à mentir aux acheteurs. Ce sont des choix qu'ils ont faits, et maintenant ils doivent vivre avec les résultats. Je suis lassé d'être blâmé pour des conséquences qu'ils ont créées eux-mêmes. Le révérend Thomas a hoché lentement la tête, traitant tout ce que je lui avais dit. Vous avez absolument raison. Je le vois maintenant clairement. Je suis désolé qu'il m'ait mis dans la position d'essayer de vous convaincre de faire des compromis alors que vous avez déjà été bien plus patiente que la plupart des gens n'auraient été. Allez-vous leur dire cela? Je vais leur dire qu'ils doivent assumer l'entière responsabilité de leur propre situation et arrêter de s'attendre à ce que vous les sauviez des conséquences qu'ils ont eux-mêmes créées. Je leur suggérerai également de suivre une thérapie pour leur schéma de comportement. Il l'a fait exactement. Je le sais parce que ma tante Patricia m'a appelé la semaine suivante pour dire que mes parents avaient eu une crise absolue pendant le service religieux après que le révérend Thomas leur ait parlé en privé. Il s'attendait apparemment à ce qu'ils reviennent avec mon accord pour les aider. Au lieu de cela, il leur a dit qu'ils ne pouvaient pas soutenir leur demande en bonne conscience et leur a suggéré de chercher une aide professionnelle pour leur schéma de manipulation et de malhonnêteté. Les répercussions furent immédiates et généralisées. Plusieurs membres de l'Église qui m'avaient précédemment appelé pour me faire pression concernant le chalet ont contacté pour s'excuser. Ils avaient entendu l'histoire complète du révérend Thomas, qui se sentait obligé de rétablir la vérité, et ils étaient horrifiés par ce que mes parents avaient réellement fait. La maison de mes parents s'est finalement vendue en août, mais pour 45 000 $ de moins que leur prix de demande initial. Ils ont dû accepter une offre à bas prix d'investisseurs qui savaient qu'ils étaient désespérés. Après avoir remboursé le second prêt hypothécaire et leur dette de carte de crédit, il ne leur restait presque rien pour un acompte sur un petit appartement. Ils ont emménagé dans un petit appartement exigu près d'eux. Tristan, qui vivait maintenant seul et avait des difficultés financières après le départ de Véronica. J'ai entendu par l'intermédiaire de ma tante Patricia qu'ils étaient amers et en colère, me blâmant pour absolument tout. Selon leur récit, j'avais ruiné leur retraite, détruit le mariage de Tristan en refusant d'aider quand ils en avaient besoin, et déchiré toute la famille. Il disait à quiconque voulait bien écouter que j'étais cruelle, vindicative et sans cœur. Mais de moins en moins de gens écoutaient. Trop de gens connaissaient maintenant la vérité. Trop de gens avaient vu la documentation, entendu s'éclairci là.
gorge toute l'histoire, compris ce qu'ils avaient réellement fait. Les conséquences pour ma famille furent sévères et entièrement appropriées. Mes parents ont perdu leur maison, leur sécurité financière, leur standing dans leur communauté d'église, et leur crédibilité dans toute transaction future. Leur image soigneusement construite de parents dévoués et désintéressés s'est effondrée lorsque les gens ont appris qu'ils avaient délibérément exclu leur fille d'un mariage et ensuite tenté de commettre une fraude en utilisant sa propriété. Mon père ne pouvait plus se présenter comme un sage patriarche familial lorsque tout le monde savait qu'il avait permis et participé à une manipulation cruelle. Tristan a perdu sa femme, qui avait finalement vu à travers la dysfonction familiale et avait refusé d'en faire partie. Il a perdu sa bouée de sauvetage financière lorsque mes parents n'ont plus pu le soutenir par leur propre crise. Il a été forcé de grandir enfin et de faire face à ses responsabilités d'adulte sans que personne ne le tire d'affaire. L'enfant d'or a découvert que le piédestal sur lequel il avait été placé était construit sur des mensonges et de la manipulation. Et sans le soutien et les excuses constants de mes parents, il a dû faire face à ses propres défauts. En regardant rétrospectivement l'ensemble du voyage, je n'ai ressenti que de la paix. La vengeance que j'avais prise n'était ni élaborée ni planifiée. C'était simplement refuser d'être utilisé, refuser d'accepter les abus déguisés en amour familial. Et laisser les conséquences naturelles se dérouler. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de s'éloigner et de regarder les gens toxiques se détruire avec leur propre choix. Alors que j'étais assise sur ma terrasse ce soir de septembre, exactement un an après avoir manqué le mariage, j'ai pensé à quel point ma vie s'était complètement transformée. J'avais perdu mes parents et mon frère. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. L'estime de soi, la dignité, la paix, la liberté de manipulation et de culpabilité. La capacité de vivre authentiquement sans me soucier constamment de décevoir des gens qui ne seraient jamais vraiment satisfaits. Le lac s'étendait devant moi. Calme et magnifique dans la lumière déclinante. Jasmine était à l'intérieur en train de préparer le dîner, et je l'entendais rire de quelque chose sur son téléphone. Ce chalet, ce sanctuaire que j'avais construit avec le cadeau de ma grand-mère, était devenu le symbole de tout ce pourquoi je m'étais battu. Mon droit de fixer des limites. Mon droit de protéger mon propre espace et ma paix. Mon droit de dire non sans culpabilité. J'avais été testé, poussé, manipulé. Et menacé. Mais j'avais tenu bon. Et en tenant bon, j'avais découvert une force que je ne savais pas posséder. Pas la force de blesser les autres, mais la force de me protéger. Pas la force de chercher vengeance, mais la force de simplement refuser d'être victimisé. Le voyage de la vengeance m'avait appris que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne rien faire. Laissez les gens faire face à leurs propres conséquences. Laissez leurs mensonges les rattraper. Laissez leur stratégie de manipulation échouer. Tenez-vous immobile, maintenez votre position, et regardez le karma faire son travail bien plus efficacement que n'importe quel plan élaboré ne le pourrait jamais.